Le Haut Conseil du dialogue social forme ses membres afin qu'ils réussissent la mission à eux assignée. À Ouagadougou, ils sont à l'école des techniques de négociation et de gestion des crises. Les enjeux de la formation à suivre dans ce journal. Et s'il y a une crise qui paralyse actuellement le système judiciaire burkinabé, c'est bien celle qui prévaut chez les gardes de sécurité pénitentiaire. La grève décrétée par les GSP a entraîné le blocage des audiences correctionnelles. La situation est décriée par le syndicat national des avocats du Burkina Faso. Le point de la conférence de presse à suivre dans ce journal. Face à la presse également ce mardi, les responsables de la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. La Sonature fait le point des parcelles non mises en valeur sur l'ancien site de Ouaga 2000. Et ce sont plus de 400 parcelles qui ont été recensées. Quelle sera la suite à donner à cette opération? La réponse à suivre dans ce journal. Et puis à l'international, l'ONG Transparency International dévoile son dernier rapport sur le phénomène de la corruption dans le monde. Les bons et les mauvais élèves en matière de lutte contre la corruption, c'est à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous ouvrons ce journal au palais de Kosiam où le président du Faso a reçu ce mardi une délégation de la Croix-Rouge de la Côte d'Ivoire. La délégation a fait au chef de l'État le point des actions menées au Burkina Faso par le Comité international de la Croix-Rouge. Et ces actions du CICR sont réalisées au profit des populations affectées dans les zones sensibles. Le point de l'audience avec Nongba Kouda et Nathalie Sawadgo Nabalou. Avec le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, le chef de la délégation régionale du Comité international de la Croix-Rouge CICR a évoqué les actions de son institution au Burkina Faso. Il a aussi réaffirmé la volonté du CICR à toujours œuvrer aux côtés des populations burkinabées qui sont en difficulté. La rencontre aujourd'hui a confirmé le bon niveau d'interaction que le CICR a pu avoir au cours des années passées et puis encore plus précisément au cours des derniers mois, que ce soit au niveau d'Ouagadougou, que ce soit un petit peu partout dans le pays, en particulier au nord et à l'est du pays, où l'interaction, encore une fois, avec les autorités, mais aussi tous les acteurs en scène est fondamentale pour nous pour apporter une aide humanitaire aux populations qui en ont le plus besoin aujourd'hui au Burkina Faso. Selon la représentation du CICR Burkina, environ 12 000 personnes déplacées internes de la région du Sahel reçoivent une assistance. Être un bon acteur du dialogue social commande de maîtriser au préalable les techniques de négociation et de gestion des crises. Et c'est la conviction du Haut Conseil du dialogue social qui organise une formation au profit de ses membres. La dite formation se tient depuis ce matin à Ouagadougou avec le soutien du Bureau international du travail. Paul David Bambara, Frédéric Etienne Bassenga. Le Haut Conseil du dialogue social se prépare pour aborder avec brio la mission qui lui a été assignée par le président du Faso. La formule trouvée, c'est la formation qui doit lui permettre de jouer le rôle de catalyseur dans la construction d'une culture de prévention et de gestion des conflits sociaux au Burkina. 3 jours, c'est le temps que les conseillers doivent mettre à profit pour maîtriser le dialogue social, les techniques de négociation et de gestion des crises. Qui dit comportement, culture, dit nécessairement formation. Il faut savoir de quoi on parle pour pouvoir justement gérer les conflits, les prévenir ou afin d'arriver donc à implémenter une culture de la paix, une culture du dialogue social. C'est l'objet justement de cette rencontre, de cette saison de formation, va en droite ligne de cet objectif-là. Joseph Dabiré insiste, il faut que les conseillers se mettent à la tâche au regard de l'importance de la mission. Il y a urgence pour le Premier ministre, d'autant plus que la prévention et la gestion des conflits sociaux est la condition sine qua non d'une paix sociale durable. Vous entamez cette session de formation à un moment particulier où notre processus démocratique connaît des mutations importantes. En effet, les conflits sociaux et les crises multiples que connaît notre pays actuellement nous interpellent sur la nécessité de veiller à une meilleure cohésion sociale indispensable pour une union sacrée en vue de triompher du péril terroriste. Mesdames et messieurs les conseillers, cette lourde tâche qui vous incombe ne pourrait produire d'effet escompté
qu'au travers de la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions stratégiques. Je retiens en particulier la nécessité de renforcer les capacités des membres de l'institution en matière de prévention et de gestion des conflits sociaux. C'est pourquoi je salue l'initiative de ce séminaire qui vise à rendre les conseillers plus aptes à accomplir les missions à eux confiées. Cette formation organisée avec le concours du Bureau international du travail ne concerne pas seulement les membres du Haut Conseil. Les différentes catégories de travailleurs seront également outillées dans le cadre du plan d'action du Haut Conseil du dialogue social. L'intervention du Haut Conseil du dialogue social est certainement attendue pour mettre fin à la crise qui prévaut au sein du corps des gardes de sécurité pénitentiaire. En attendant, la grève décrétée par le syndicat des GSP a pour conséquence le blocage des audiences correctionnelles au niveau des tribunaux. Une situation contre laquelle s'insurge le syndicat national des avocats du Burkina Faso. Le SYNAF a animé une conférence de presse cet après-midi. Des détails avec Idriss Sawar et Vincent Tchendrebego. Selon le syndicat des avocats, les audiences correctionnelles connaissent une suspension depuis octobre 2018. Les détenus en attente de jugement ne peuvent plus comparaître devant le juge et la police judiciaire éprouve de la peine à mettre en prison des individus nouvellement interpellés. Une situation de blocage que le SYNAF juge inacceptable. Le SYNAF a été saisi formellement par un groupe de 30 détenus à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou de leur situation. Ils expliquent qu'ils sont détenus depuis des mois sans jugement. Ce que la délégation du syndicat des avocats a constaté au niveau principalement de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou où elle a pu se rendre, c'est une situation choquante, alarmante, indigne de notre pays qui se veut un état de droit. Cette situation est due à la grève des GSP, les gardes de sécurité pénitentiaire. Mais pour le syndicat des avocats, le gouvernement doit plutôt faire face à ses responsabilités. Il est de l'obligation de l'État burkinabé, il est de l'obligation du gouvernement d'assurer le fonctionnement continu du service public de la justice. Le traitement de ces revendications ne doit pas empiéter le fonctionnement minimum du service public de la justice. C'est ce que nous décrions. En avocat de tous les détenus qui s'impatientent de connaître leur sort, le syndicat des avocats menace de prendre d'autres mesures si rien n'est fait pour que le droit des détenus soit impérativement respecté. Du côté du tribunal militaire de Ouagadougou, tout semble se dérouler normalement puisque les auditions des témoins et des accusés se poursuivent dans le cadre du procès du putsch de 2015. À la base, ce mardi, deux grandes figures du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Il s'agit de Noël Sourouema et de Salif Sawadougou. La synthèse de leur audition avec Zoubavier David Dabiré et Draman Guéné. Noël Sourouema, membre du bureau politique du CDP cité comme témoin à la barre ce matin, et c'est Salif Sawadougou, deuxième vice-président du parti qui en fait les frais. Après sa prestation de serment, le sexagénaire, ancien fonctionnaire du ministère de la Communication, se prête aux questions du juge. Que savez-vous des événements du 16 septembre 2015? Selon le récit du témoin, c'est au cours d'une réunion au siège du parti avec des camarades qu'ils apprennent tous l'arrestation des autorités de la transition. Il rentre à son domicile. Et peu de temps après, Noël Sourouema dit avoir reçu un appel de Salif Sawadougou lui instruisant de convoquer tous les militants du Kadjogo pour une réunion dans la matinée du 17 septembre au rond-point des Martyrs. Il s'exécute et le lendemain, il s'y rend et assiste à une prise de bec entre des militants du CDP et des passants. Heurté par la scène, il dit avoir rebroussé chemin. Mais entre-temps, le domicile de Salifou Diallo est saccagé par certains occupants du rond-point, précise le parquet militaire. Le 28 septembre 2015, Noël Sourouema est interpellé par la gendarmerie. La suite, c'est 4 jours de garde à vue et 1 an de détention à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, soupire le témoin. Au cours de sa détention, poursuit-il, il dit avoir reçu la visite et un don de 200 000 francs CFA des députés de son parti, le CDP. En plus de cette somme, Salif Sawadougou lui remet particulièrement la somme de 500 000 francs CFA. Et après sa libération, Salif Sawadougou lui remet encore la somme de 200 000 francs CFA pour, dit-il, l'aider à accueillir les camarades du parti à son domicile.
Et quelques jours avant la levée de son immunité parlementaire, Salifou Savadogo est venu me demander le contenu de mes déclarations lors des enquêtes préliminaires, précise le témoin. Les sommes d'argent remises n'étaient-elles pas destinées à acheter votre silence, s'interroge le parquet militaire. Et Noël Sourouema de répondre, ça peut être interprété comme ça. Mais pour moi, c'est la contribution d'un camarade. Le président du tribunal convoque Salifou Savadogo à la barre et c'est une confrontation qui s'engage entre les deux hommes. Salifou Savadogo s'inscrit en faux contre les déclarations de Noël Sourouema et soutient, je cite, « C'est une volonté de se dégager et de tout rejeter sur moi. » Et sur les sommes d'argent, il dit les avoir remises du fait qu'il était le seul député CDP du Kadjogo. L'argument ne convainc pas le parquet, le ton monte entre l'accusé et le témoin. Et quand un avocat de la défense demande son opinion sur le rôle de Salifou Savadogo dans sa situation actuelle, Noël Sourouema finit par lâcher, je cite, « Salifou Savadogo est la source de mes malheurs. S'il avait dit la vérité depuis le début, peut-être que je n'en serais pas là. » Et d'ajouter, « Assumons ce que nous avons fait et ça va être mieux pour tout le monde. » Du reste, le témoin dit maintenir sa déposition. Le deuxième témoin du jour était Amidou Nikema, dont la déposition tendait à nier l'implication de Abdul Karim Bagiandi Lota dans l'incendie du domicile de Salifou Diallo. L'audience reprend demain à 9h au tribunal militaire de Ouagadougou. Attaques terroristes, conflits intercommunautaires, mouvements d'humeur chez les syndicats. Voici autant de situations que condamne le mouvement. Plus rien ne sera comme avant. Le MPRESCA a animé un point de presse cet après-midi à Ouagadougou pour donner sa lecture de la situation nationale. Et pour le cas particulier de la lutte contre l'insécurité, le MPRESCA propose l'instauration de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire burkinabé. Kwale Nebié et Maxime Zongo. Face à la presse, le mouvement Plus rien ne sera comme avant donne sa lecture de la situation nationale. Des attaques terroristes aux grèves syndicales en passant par les conflits intercommunautaires, Yirgou, Nafona et bien d'autres, le mouvement condamne. Le MPRESCA déplore et présente ses condoléances à toutes les victimes et invite par ailleurs la justice de s'affirmer cette fois-ci pour démasquer les auteurs et les causes de l'assassinat du chef de Yirgou et les membres de sa famille, et aussi les coupables des massacres intercommunautaires. De même, nous déplorons les pertes en vie humaine à Nafona et Orodara. Présentons nos condoléances à la police nationale et aux familles des victimes, et interpellent cependant les populations à la retenue et au strict respect de l'autorité de l'État. Solidaire aux luttes et aux revendications syndicales des travailleurs, le mouvement Plus rien ne sera comme avant déplore cependant que la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de travail ne saurait être un outil utilisé par les syndicats pour assécher les finances publiques, freinant ainsi les activités socio-économiques du pays. Pour venir à bout de ces fléaux, le MPRESCA propose l'instauration de l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national, la réinstallation des anciennes bases militaires et un recrutement massif des forces de défense et de sécurité. Cette conférence de presse a donné également l'occasion au MPRESCA de rappeler à la classe politique dans son ensemble que le Burkina Faso n'est pas encore en campagne électorale. Par conséquent, il invite le Conseil supérieur de la communication à prendre toutes les mesures utiles pour la régulation de l'information. Autre point de l'actualité avec cette formation qui se tient à Ouagadougou sur la lutte contre le blanchiment de capitaux en Afrique de l'Ouest. Prennent part à cette formation les acteurs chargés des enquêtes et des poursuites pénales dans le cadre de la lutte contre ce phénomène. L'ambition, c'est de parvenir à une maîtrise des techniques d'enquête et une harmonisation des approches pour mettre fin au blanchiment de capitaux. Amadou Ilboudo, Maïmouna Traori. Les agents chargés des enquêtes et des poursuites pénales sur les bancs de l'École nationale d'administration et de magistrature. Ces acteurs clés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sont venus apprendre les techniques d'enquête financière et de poursuites pénales dans le cadre d'une stratégie adaptée à la lutte contre les circuits financiers clandestins des organisations criminelles et terroristes. C'est spécifiquement la formation
qui va nous donner les éléments d'analyse et des outils techniques par rapport à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Et vous savez que c'est un phénomène transnational, ça relève du crime organisé et que l'efficacité de la lutte contre ce phénomène est liée justement à l'acquisition de façon pragmatique d'outils pratiques qui permettent aux acteurs de la chaîne pénale de faire face à ce phénomène qui est de plus en plus subtil et qui paralyse le fonctionnement de nos institutions. Cette formation dure 2 semaines et se déroulera en 3 niveaux progressifs. Dans le module de base, c'est leur apprendre le b.a.-ba du blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans le module intermédiaire, c'est leur donner les outils, les premiers outils de lutte pour pouvoir donc mener à bien les enquêtes financières et antiterroristes et pour pouvoir donc dresser le procès-verbaux qui seront transmis à la justice. Et le 3e module, c'est de voir avec les magistrats comment ils pourront mettre en œuvre ces 2 autres outils et pouvoir donc prendre des décisions fermes afin que ces phénomènes-là puissent être soit résorbés ou soit mis hors d'état de nuit. Des modules pertinents seront mis à la disposition des instituts et écoles de formation qui pourraient les intégrer dans leur curricula de formation initiale et continue. D'une formation à une autre, la garantie unique est expliquée à nouveau aux acteurs du commerce national et international. La formation porte essentiellement sur les textes et dispositifs régissant la garantie unique au niveau du corridor Ghana-Burkina Faso. Et c'est une formation initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Jean-Eudes Bayala et M. Solange Djigma. Après le corridor Burkina-Côte d'Ivoire, la garantie unique est également effective sur le corridor Ghana-Burkina depuis le 2 janvier 2019. C'est donc pour permettre une meilleure appropriation du mécanisme par tous les intervenants de la chaîne de commerce que cette rencontre d'information a été initiée. Un mécanisme qui vise à faciliter les échanges commerciaux inter-États dans l'espace CEDEAO. Cela permet de raccourcir les procédures. Et cela aussi a l'avantage de permettre que si vous payez la garantie unique une seule fois dans l'espace de la CEDEAO, lorsque la marchandise doit traverser plusieurs étapes, alors elle est dispensée de payer encore la garantie unique dans les autres pays concernés. Mais bien avant cela, nous avons lancé une campagne d'information et nous avons estimé qu'il faut encore communiquer pour que les opérateurs économiques, les commissionnaires en douane, les différents acteurs de la chaîne logistique internationale comprennent le bien fondé de cette procédure et la mettent en application. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a enregistré plus de 800 000 tonnes de marchandises en transit des ports de Tema et de Takoradi vers le Burkina en 2018, d'où l'appel à maîtriser le système pour l'opérationnalisation de la garantie unique entre les 2 pays. Direction à présent Bobo Dioulasso, où la situation à l'école Faraka A connaît une évolution positive après l'incident de la semaine écoulée. Les cours ont repris depuis hier dans cette école, mais les deux enseignants victimes d'agression de la part d'un parent d'élève attendent une amélioration de leur état de santé avant de reprendre le travail. On fait le constat avec Hassan Gourabou et Ali Traouri. La crise se conjugue désormais au passé à l'école primaire publique de Faraka. Les cours ont repris ce lundi 28 janvier dans cet établissement. Une décision qui réjouit principalement les élèves qui sont les victimes collatéraux de ce drame. On a repris avec amertume, mais les enfants étaient contents de rejoindre leur classe, puisque je pense qu'ils ont compris que chemin ça ne sert pas. Sinon, il n'y a pas de problème. L'ambiance y est. Nous sommes en classe avec les élèves, le travail a repris. Pour les premiers jours, comment se passe l'ambiance? Oui, ça va, il n'y a pas de problème. Les anciens que nous avons croisés sur place déplorent la situation, mais disent primer l'intérêt général sur les considérations particulières. Mais les 2 anciens agressés n'ont pas encore repris le service à cause de leur état de santé. Les collègues ne sont pas encore venus à l'école. Ils sont toujours en convalescence. On ne peut pas en faire ça une joie, mais nous souhaitons qu'ils se rétablissent promptement. Ils ont par ailleurs souhaité que de telles situations ne se reproduisent plus jamais à l'avenir.
Dans l'actualité également, ici dans la capitale, plus de 400 parcelles non mises en valeur ont été recensées sur l'ancien site A de Ouaga 2000. L'opération a été menée par la Société nationale d'aménagement des terrains urbains. Alors, quelle sera la suite à donner à cette situation de parcelles non mises en valeur? La réponse est donnée par les responsables de la Sonatur qui ont animé un point de presse ce mardi. Des précisions avec Issaka Ouedraogo et Estelle Judith Aksorba. 417 parcelles non mises en valeur sur un total de 6482. Ce sont là les résultats des travaux de l'équipe technique de la Sonatur sur la portion dite ancienne du site A de Ouaga 2000. Les acquéreurs des dites parcelles avaient jusqu'au 31 décembre 2018 pour s'exécuter. Ce délai étant expiré, la Sonatur, selon son directeur général, par devoir de redevabilité, se doit de faire le point à l'opinion nationale. En faisant ces points, on doit aussi s'assurer d'un certain nombre de conditions. Notamment, est-ce que l'intéressé dispose de son attestation définitive? Est-ce que l'intéressé dispose d'un plan de bornage? Est-ce qu'il a eu l'attestation définitive il y a de cela 5 ans? Si oui, il a l'attestation définitive il y a de cela 5 ans, il dispose d'un plan de bornage. Et après 5 ans, s'il n'y a pas de clôture, il n'y a pas une maison minimale qui constitue l'habitation, nous faisons le point. Après cette première phase de recensement, l'équipe se chargera de transmettre la liste des parcelles non mises en valeur à l'autorité compétente pour les dispositions à prendre conformément au texte en vigueur. C'est vous dire qu'à l'heure où je parle, aucune parcelle n'a été retirée. La Sonatur n'a pas pour mission de retirer une parcelle. Il y a une commission nationale habilitée qui a pour mission de retirer des parcelles. Après 20 ans dans le domaine d'aménagement et de commercialisation des terrains, la Sonatur veut se donner un nouveau souffle afin de satisfaire davantage sa clientèle. Elle annonce de vastes chantiers courant 2019, comme la conduite d'une opération dénommée casier vide. Qui parle aujourd'hui de parcelles, parle de dossiers sensibles. Donc il y a des attestations provisoires que nous donnons aux acquéreurs des parcelles. Et il y a des procédures que nous entamons ici pour qu'au niveau des domaines, on puisse les donner des attestations définitives. Et au niveau des géomètres pour qu'ils puissent disposer des plans de bornage. Donc il y a autant de dossiers que nous conduisons. Et il est de notre ressort, lorsqu'un client vient pour payer une parcelle, que nous puissions suivre tous ces mécanismes détail par détail pour que nos clients soient satisfaits. La Sonatur va aussi, durant cette année, commercialiser sur le site Bobo 2010 et sur celui de Basenko à Ouagadougou. Les acteurs de la lutte contre les violences faites aux enfants ont tenu à Ouagadougou une rencontre pour valider les résultats d'une étude réalisée sur le phénomène. L'étude révèle une situation peu reluisante de la petite enfance au Burkina Faso, avec au moins un enfant sur 4 victime de violences. L'étude avait été lancée en janvier 2018 par le ministère en charge de la famille en collaboration avec l'UNICEF et Save the Children. Issa Kafando, Sanoa Christine Koulibaly. Physiques, psychologiques ou sexuelles, elles sont encore nombreuses, ces violences infligées aux tout-petits au Burkina Faso. 10 ans après une première étude, une nouvelle ici validée vient révéler l'ampleur du phénomène des violences faites aux enfants, ses causes et ses effets. Et le moins qu'on puisse dire est que le phénomène résiste aux actions de sensibilisation et de lutte. Le contexte national et international n'est pas non plus fait pour faciliter les choses. Un enfant sur 4 dans nos familles subissent des violences. Et ce qui est encore intéressant, c'est que 75% de ces violences ont lieu dans les familles, dans la rue ou bien dans les écoles. Ça veut dire qu'il y a une impérieuse, en tout cas, nécessité d'élaborer des stratégies et de prendre des réponses adéquates pour faire face aux violences que subissent les enfants. L'UNICEF, l'un des bras financiers de l'étude, mise sur le dialogue. Il faut arriver à faire comprendre aux parents que la meilleure arme pour un papa ou une maman, c'est le dialogue. C'est arriver à faire parler son enfant et arriver à parler à l'enfant. Ça n'est pas culturellement répandu.
Ce n'est pas culturellement habituel, mais c'est un outil extrêmement puissant. Les résultats de cette étude permettront au ministère en charge de la famille de finaliser la stratégie nationale de protection de l'enfant assortie d'un nouveau plan national d'action. Un mot de religion dans ce journal et nous repartons dans la ville de Sia où les fidèles catholiques se sont retrouvés dimanche dernier pour leur traditionnel pèlerinage de Dengasso. Thème de ce pèlerinage, Église famille de Bobo-Dioulasso, debout avec Marie Notre-Dame de Dengasso pour une jeunesse dynamique et une cathédrale rénovée. Prières, chants, louanges et adorations ont constitué les temps forts de ce pèlerinage. Nous voyons cela avec Mané Kayen, Sri Kimilogo et Karim Sissi. Par milliers, les fidèles catholiques convergent au pied de la colline de Dingasso, village situé à quelques encablures de Bobo-Dioulasso. Au prix de leurs efforts et des sacrifices, les croyants accèdent au site du pèlerinage annuel de l'archidiocèse de Bobo-Dioulasso. Pour la présente édition, l'accent est mis sur l'engagement dynamique de la jeunesse dans la réfection de la cathédrale. Nous voulons confier à l'intercession de Marie, notre mère, la réhabilitation de la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Bobo. Il y a déjà eu des efforts de fait, puisque comme on vous l'a dit, 150 millions sont réunis. Je félicite et je remercie tous ceux qui y ont contribué. Il reste encore des efforts à faire. Quand vous avez des jeunes qui sont convertis à la justice, des jeunes qui sont convertis au travail, des jeunes qui sont convertis à l'effort, des jeunes qui sont convertis au civisme, ça change tout dans une société. Et donc c'est à cela qu'on les invite pour qu'eux-mêmes accueillent la parole de Dieu aujourd'hui. C'est Dieu qui donne la paix, parce que c'est Dieu qui pacifie le cœur des hommes. Et en même temps, la paix est un fruit des efforts de l'homme. Venus donc des différentes paroisses de l'archidiocèse et des 4 coins du pays, les pèlerins ont prié et formulé des vœux à l'endroit de leur famille et du Burkina Faso. Présentement, nous sommes dans une situation très dangereuse. Nous prions le Seigneur pour qu'il veille le Burkina Faso, pour que la paix revienne, pour que les gens soient tolérants, pardonnables. Nous avons se pardonner pour que la paix revienne au Burkina Faso. Que la Vierge Marie nous guide, que le Seigneur Tout-Puissant bénisse le Burkina Faso, surtout le pardon. Injustice, incivisme et corruption sont les mots qui minent la société. Et face à ces fléaux, les jeunes sont invités à être des prophètes de la paix pour que règne la quiétude au Burkina Faso. Actualité à l'international, la corruption reste un phénomène contre lequel des efforts doivent encore être déployés à travers le monde. L'ONG Transparency International, dans son dernier rapport, révèle très peu d'avancées dans la lutte contre la corruption. Voici l'essentiel du classement. Il y a les bons élèves, mais aussi ceux qui dégringolent. L'ONG Transparency International a dévoilé son dernier rapport qui classe les pays selon le niveau de corruption du secteur public qui y est perçu. Comme les années précédentes, le Danemark, la Nouvelle-Zélande et la Finlande arrivent sur les premières marches du podium. Et à l'inverse, d'autres situations appellent à la vigilance, comme au Brésil ou aux États-Unis. L'Amérique de Donald Trump a quitté le top 20 pour la première fois depuis 2001. Un résultat qui s'explique par des contre-pouvoirs fragilisés et par l'érosion des normes éthiques au sommet de l'État. Côté européen, la Hongrie et la Turquie sont affaiblis par un état de droit qui se détériore. Ce que nous espérons voir en Europe, c'est une sorte de convergence des valeurs européennes et des normes démocratiques. C'est ce qui correspond dans le fond à l'ensemble du projet européen. C'est une harmonisation des valeurs. Et au lieu de cela, nous semblons faire marche arrière dans certains pays. Par exemple, nous assistons à une répression contre la société civile en Hongrie et à un affaiblissement de l'indépendance de la justice en Hongrie et en Pologne. La Somalie, elle, reste en bas du classement, derrière le Yémen, le Sud-Soudan et la Syrie. Dans son rapport, l'ONG a formulé une série de recommandations face aux menaces qui pèsent sur de nombreuses institutions démocratiques dans le monde. Elle exhorte les gouvernements à défendre la liberté de la presse et à soutenir les organisations issues de la société civile qui tentent de contrôler les dépenses publiques.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information vous revient à 22h30 dans une présentation de Draman Datia. Merci de votre fidélité à la RTV.